BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Dans quelques instants, on va parler de l'inauguration qui a eu lieu mercredi dernier, une première en France, au pôle Léonard de Vinci de l'Institut des crypto actifs. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Agathe Laurent-Écharpe. Bonjour Agathe. Bonjour. Vous êtes consultante marketing et management pour les entreprises Web3. Et Cyril Grunspan. Bonjour Cyril, est-ce que je prononce bien votre nom? Tout à fait. Cyril Grunspan, directeur de l'Institut des crypto actifs, justement, au pôle Léonard de Vinci. On en parle dans quelques instants, mais d'abord, on va faire un petit tour quand même sur le marché crypto, parce que la capitalisation totale du marché crypto est désormais de 1400 milliards de dollars, soit le même niveau qu'au moment de la chute de Terra Luna. Pour en parler, on est en ligne avec Alexandre Baradez, analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Alexandre, après une hausse de 40% sur un mois, le Bitcoin est dans le rouge aujourd'hui et perd pour le moment près de 0,6% en 24 heures. Quelle pourrait être la tendance pour la suite, Alexandre ? Une tendance qui pourrait être un peu plus réservée quand même. On a quand même eu 4 semaines consécutives de très fort rallye. Ça a démarré dans la zone des 27 000 pour aller taper quasiment ou même toucher un 38 000 la semaine dernière. Donc on a expliqué à plusieurs reprises ce contexte qui était favorisé par les questions de dépôt de dossiers, de démission d'ETF, par un contexte où les taux s'étaient un petit peu détendus pendant quelques semaines et un dollar aussi qui s'était un petit peu détendu en parallèle. Il y a le côté aussi cette statut valeur refuge du Bitcoin par rapport à la crise au Proche-Orient. Donc tous ces éléments-là mélangés ont créé ce schéma vertueux pour le Bitcoin qui a permis de revenir sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis mai 2022. Mais il y a un événement la semaine dernière qui attire mon attention et qui, à la fois sur le marché crypto et pour le marché action également, ça vaut pour tous les actifs, on va dire, à risque, à savoir le retour de ce qu'on appelle le higher for longer. Vous savez, c'est des éléments de langage des banquiers centraux qui signifie que même si on ne monte plus les taux à partir d'un moment donné, ces taux élevés vont quand même persister pendant pas mal de mois, voire plusieurs trimestres, avant d'être abaissés. Et pourquoi on dit ça? Parce que il y a eu 2 semaines, on a eu pas mal de statistiques américaines qui sont tombées en dessous des attentes et le marché a commencé à se dire ça y est, c'est les signes de ralentissement de l'économie américaine, donc la Fed va commencer à assouplir un peu le langage et on avait eu une forte détente des taux à ce moment-là, 30-40 points de base quasiment, des marchés actions qui avaient fortement rebondi, donc les cryptos aussi, Bitcoin ou autres, qui ont rebondi, mais on remarque que la semaine dernière, il y a eu 2 discours, un de Jérôme Powell et un de Christine Lagarde, dans lesquels ils ont mis l'accent sur la nécessité de maintenir les taux élevés pendant pas mal de temps, en gros expliquant que le combat contre l'inflation, même s'il y avait de belles améliorations, n'est pas encore gagné. Et donc, en fait, ils n'ont pas fait écho, ils n'ont pas rebondi sur la détente des taux de la semaine précédente. Ils ont au contraire parlé comme s'ils voulaient que ces taux obligataires, donc le 10 ans américain, 2 ans, 30 ans, etc., ne se détendent pas trop vite. Et pourquoi on dit ça et pourquoi ça nous intéresse dans le cadre des cryptos? Parce qu'il ne serait pas impossible que dans ce contexte où les banquiers centraux nous rappellent l'impératif que les taux obligataires restent élevés pendant quelques temps, ça pourrait être à un moment donné, sur un marché qui a déjà bien profité des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire, l'occasion pour certains ça peut être certains modèles ou certains gérants, certains spéculateurs, de prendre un peu les gains sur ce premier rallye. Je pense que c'est un rallye qui en a appelé d'autres, mais la question est-ce qu'on enchaîne 4, 5, 6, 7 semaines de hausse consécutive, je pense quand même que là, vu ce qu'on voit depuis quelques jours, je ne serais pas surpris qu'il y ait des petits retracements, des petites corrections qui commencent à intervenir. Alors d'un point de vue technique, sans faire trop long, tant qu'on est au-dessus de le fameux Fibonacci, 38,2 qu'on avait identifié donc à 35 900 $, tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, pas d'inquiétude particulière, on peut rester en position longue et chercher le niveau suivant à 42 000. Par contre, on est actuellement à 36 900. Si vous commencez à aller chercher 1 000 $ plus bas, ce qui n'est pas énorme pour Bitcoin, attention, là je pense que ce sera effectivement la consommation de ce qu'on vient de dire, faire le sentiment que des prises de gains peuvent s'accélérer un petit peu, et à ce moment on pourrait tout à fait le revoir sous 35 000, 34 000 même, vous voyez, des gains comme ça, des prises de gains qui s'accéléreraient un petit peu. Donc je pense qu'on n'est pas très loin de ça, mais il faut le signal un peu technique, je veux dire un peu dangereux court terme, c'est 35 900, si on commence à taper cette zone, ça risque de prendre ses gains de manière un peu plus prononcée pendant quelques jours. Effectivement, comme le dit Alexandre, soyez prudents sur les marchés car avec le discours des banquiers centraux qui maintiennent quand même leurs taux, ça pourrait jeter un coup de froid sur le marché. Rien n'est impossible. On va parler, Alexandre, finir rapidement sur Ethereum, plus 32% en un mois, plus 8% en une semaine. Tendance neutre aujourd'hui. À quoi s'attendre cette semaine, Alexandre, sachant qu'on dit que Ethereum a toujours un léger métro de retard par rapport à Bitcoin?
Oui, c'est vrai que c'est encore vérifié. L'effet de rattrapage est quand même moins fort. Mais par contre, le pattern, si vous voulez, la configuration moyen-long terme, pour moi, reste aussi positif que Bitcoin. Quand on fait une analyse à court terme sur Bitcoin pour les retracements, ça reste du court terme. Le sentiment, c'est que Ethereum, de la même manière que Bitcoin a purgé la correction en 2022 et que désormais, on est plutôt réinstallé dans un bull trend que l'inverse. Simplement, c'est un peu comme Bitcoin, si vous voulez. C'est-à-dire que le sentiment, c'est qu'à court terme, il y a quand même quelques arguments, je veux dire, au niveau des taux ou autres, pour prendre un peu les gains. Et si on devait donner un niveau pour repasser long de manière plus convaincue, c'est-à-dire se dire, ça y est, là, ça va accélérer de manière plus forte, moi, j'attendrais quand même des niveaux plus élevés. C'est-à-dire des niveaux qu'on n'a pas encore atteint, la zone est 2200. Ouais, 2200, pourquoi? Parce que quand vous regardez Ethereum, on est dans une espèce de grand canal un peu fermé, presque un biseau, en fait, qui s'exerce depuis 2022. Et $2200, ce serait le haut de cette zone. Et donc, ce serait un bon point d'entrée, parce que ça signifie qu'une fois qu'on touche ça, gros risque d'accélération à la hausse, ou gros potentiel plutôt, d'accélération à la hausse. Donc tant qu'on est dans ce biseau, pour l'instant, attention, quelques prises de gains possibles, mais si on commence à taper 2200, c'est un niveau sur lequel on n'est pas encore, là, il pourrait y avoir des phénomènes d'accélération. Mais ça, c'est dans un second temps. Voilà. Pour l'instant, un peu de respiration ne ferait pas de mal, je pense, après ces grosses poussées des dernières semaines. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va suivre tout ça cette semaine. Bonne journée, Alexandre. On va retourner dans le concret. Voilà, on quitte un peu les cours du marché crypto pour parler d'une création concrète, une première en France, je le disais tout à l'heure, la création de l'Institut des cryptoactifs au pôle Léonard de Vinci. Et on a le plaisir d'être avec Agathe Laurent-Richard et Cyril Grunspan. Cyril Grunspan, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur de cet institut justement des cryptoactifs au pôle Léonard de Vinci. Qu'est-ce que c'est que cet institut pour commencer ? Alors, c'est un phare de connaissances et de partage autour des cryptoactifs, du moins c'est ce que nous souhaiterions bâtir. Et cette institution prend place à côté de plusieurs écoles distinctes et complémentaires qui font partie de ce que l'on appelle le pôle Léonard de Vinci. Donc ces écoles il y a notamment une école de management, le MLV, une école d'ingénieurs, les Sylves, pour laquelle j'ai longuement travaillé, je travaille encore, une école d'internet et de multimédia et une école un établissement de formation professionnelle. Voilà, donc c'est une nouvelle institution qui prend place à côté de toutes ces écoles. Et du reste, c'est un institut qui suit de près le lancement d'un autre institut qui a eu lieu il y a quelques mois, qui s'appelait Institute for Future Technologies. Et pourquoi ça a été créé? C'est quoi le but? C'est faire de la recherche? C'est de former des personnes? Les deux peut-être? Oui, tout à fait. Les deux. En fait, disons, c'est partie d'un constat, d'une négligence persistante dans le milieu de la recherche et dans la société en général. On peut donner de cela différents exemples. Par exemple, on a été tous frappés du fait que lors des dernières élections présidentielles, il n'y a pas eu véritablement de débat sur ces sujets entre des hommes politiques. Ça n'a pas été un enjeu du tout. Par ailleurs, mon collaborateur de recherche est chercheur au CNRS et ses activités de recherche autour du Bitcoin essentiellement ne sont pas valorisées par le CNRS lui-même. Donc il y a un manque, voilà. Vous pensez que c'est trop passé sous les radars, c'est ça ? Alors, c'est encore effectivement un peu sous les radars, comme vous dites. La situation est évidemment en train de changer, en train d'évoluer. On n'est plus comme il y a 10-15 ans, évidemment, mais néanmoins, il y a un manque qu'on souhaite combler, effectivement. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de démocratiser encore plus cet écosystème, qui soit pris encore plus au sérieux? En un mot, donner ses lettres de noblesse aux cryptoactifs. Il y a eu l'inauguration de cet institut mercredi dernier. Agathe Laurent-Richard, voilà, vous avez participé notamment à ce lancement, à cette inauguration. C'était quoi l'ambiance sur place et qui y avait dans la salle? Qui est venu assister à cette inauguration? Alors oui, alors l'ambiance était studieuse au départ parce qu'on avait deux conférences qui étaient un peu différentes que ce quoi on assiste là depuis ces 2 dernières années. C'est-à-dire que c'était pas un panel ni un débat. On a eu en quelque sorte une leçon donnée par Jacques Favier et une autre par David Poincheval. Donc c'était studio au départ et puis ensuite convivial évidemment puisqu'on a eu la cérémonie d'inauguration, de remise des prix du hackathon de Cryptosphère qui est une association étudiante qui est
gigantesque. Je pense que ça doit être la plus grande d'Europe et qui est très très proche du pôle, car beaucoup de membres y sont très actifs. Et donc, moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté recherche, mais il y a quand même une approche assez générale du sujet. Donc, c'est pas de la recherche qui va être déconnectée des étudiants ou des entreprises partenaires de l'école et des différentes écoles du pôle. Il y a l'idée de créer un lien entre tous ces acteurs et de faire quelque chose qui fonctionne. Et pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien la vocation de cet institut, c'est pour faire uniquement de la recherche ou alors c'est pour faire de la formation aussi? Qui peut entrer dans cet institut? Et derrière, qu'est-ce que cet institut peut apporter aux personnes qui entrent? Alors, je pense que Cyril complétera, mais les événements seront bien sûr ouverts au public. Le but n'est pas faire à chaque fois des conférences compliquées sur la preuve à divulgation nulle de connaissances. Il y aura des sujets qui seront plus accessibles au grand public. Je pense que les étudiants ont tout intérêt à venir puisque beaucoup d'entreprises vont être invitées. Et lorsqu'on fait un networking, c'est toujours plus simple de trouver un stage lors d'un événement. Et pour la partie recherche et peut-être formation, je laisse la parole à Cyril. Cyril, vous voulez compléter? Avec plaisir. Oui, donc il y a 3 piliers essentiellement. Un pilier recherche. Donc on souhaite effectivement faire évoluer la recherche sur ce sujet. Alors en organisant différents séminaires, notamment un prochain séminaire le 14 décembre au Palais Brongniart, et un autre séminaire qui a lieu à l'Institut Henri Poincaré régulièrement. Donc, et on va financer des bourses de thèse, des bourses, des contrats de post-doctorat. Donc on va financer la recherche. Donc d'une part un pilier recherche. Un autre pilier important pour nous, c'est les entreprises, la collaboration. On souhaite former des collaborateurs de ce secteur. On tient à leur disposition un catalogue de cours, notamment, de formation professionnelle. Et puis enfin, oui, comme Agathe l'a dit un petit peu, on souhaite organiser des événements destinés au grand public, comme notamment un grand projet d'exposition des cryptoactifs qui donnerait à voir leur histoire, leur évolution, les problèmes qu'ils rencontrent, voilà, destinés au grand public. Donc recherche, formation et organisation d'événements pour le grand public. C'est quoi le rôle de la recherche dans cet écosystème qui est jeune, il faut le dire, hein. Bitcoin n'a que 15 ans, entre guillemets. C'est quoi le rôle de la recherche pour cet écosystème? Et multiple, proposer des avancées pour faire évoluer des protocoles. Alors, la plupart des crypto-monnaies, comme Ethereum, notamment que vous avez évoqué tout à l'heure, financent la recherche directement, et des chercheurs contribuent à faire évoluer comme ça le protocole. Il y a si vous voulez, le protocole lui-même n'est pas figé. Il y a des problèmes au niveau du protocole Ethereum. Là, notamment, on va en parler le 14 décembre, qu'on appelle les bouncing attacks, donc qui peuvent mettre à mal le protocole. Donc ça s'étudie, et puis ensuite, des experts proposent des façons de régler le problème. Voilà. Donc ça fait évoluer le problème, ça résout des problèmes concrets de scalabilité, de mise à l'échelle, d'anonymat. Voilà, ça réfléchit à toutes sortes de sujets. Agathe, je le disais dans votre présentation, hein, vous êtes notamment consultante marketing et management pour des entreprises du Web3. C'est quoi les besoins des entreprises du Web3? À quels besoins cet institut pourrait répondre? Alors, je pense que les entreprises, elles ont besoin... Alors, déjà, il y a un peu deux choses. Il y a les entreprises qui sont déjà dans les crypto-monnaies, qui ont besoin, à mon avis, d'avoir des personnes formées en amont au sujet des crypto-monnaies, parce qu'elles n'ont pas forcément le temps d'offrir cette formation lorsqu'ils arrivent. Et par exemple, recruter quelqu'un en marketing, toutes les fonctions support, si ils ne connaissent pas les sujets, c'est une perte de temps et d'argent pour l'entreprise, alors que l'Institut pourrait délivrer des formations qui seraient certifiantes et qui permettraient aux entreprises de recruter directement. Et je pense que c'est même le cas aussi d'ailleurs pour certaines fonctions un peu plus techniques comme des ingénieurs. Donc ça, à mon avis, il y a un besoin.
Et donc les entreprises ont besoin de savoir où elles mettent les pieds. Elles ont besoin de certifications qui sont reconnues. Si moi demain je lance une formation sur LinkedIn, je peux donner un certificat. Bon, est-ce que ça aura valeur auprès d'une entreprise, d'un grand groupe français? Pas forcément. Et ils sont un peu perdus sur le recrutement. Donc je dirais ça d'abord. L'idée, c'est d'avoir des diplômes, une sorte de certification qui ferait foi et qui pour que les gens qui sortent de cet institut aient plus de légitimité que d'autres qui n'aient pas forcément eu de formation de qualité, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Et puis les entreprises peuvent venir se renseigner aussi, tout simplement, auprès de nous, voir qu'il y a de la recherche qui se fait auprès donc dans l'institut et auprès de la communauté, puisque ces événements, c'est aussi l'occasion de rencontrer la communauté, comme c'était le cas pour l'inauguration. Il y avait la communauté Web3. Bah oui, des crypto-monnaies. Et donc en fait, les entreprises, peut-être qu'elles n'iraient pas à mon événement super crypto 2000, alors qu'un événement organisé par un institut qui dépend d'un pôle comme le pôle Léonard de Vinci, c'est sûr que ça va bien plus les attirer et bien plus leur permettre de connaître notre secteur. Et justement, dans cet écosystème Web3, c'est quoi la place de cet institut? Comment c'est reçu par l'écosystème, tout simplement? Alors, je trouve que ça a été extrêmement bien reçu. Déjà, je pense qu'on a été étonnés du nombre de personnes présentes. On a eu 230 personnes, je crois, même aux conférences y compris, chose qui, en général, les personnes viennent plus pour la partie networking, mais là, vraiment, tout le monde était présent. Il y avait beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas forcément de cryptosphère, qui venaient du pôle, qui sont venus, qui étaient curieux. Et j'ai croisé des personnes qui sont dans les cryptos actifs depuis quasiment 15 ans. Donc il y avait des OG, ce qu'on appelle des OG, et il y avait des nouveaux, des consultants. Voilà. Franchement, j'ai eu l'impression que ça a vraiment résonné dans la communauté. Tout le monde a apprécié. On a passé vraiment un super moment. Donc vous avez réussi à toucher un public très large, donc bravo. Voilà, plein de bonnes choses à cet institut des cryptoactifs. Cyril, c'est quoi les grands enjeux des cryptoactifs aujourd'hui? Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la priorité? Quels sont les grands défis à relever? Pour moi, c'est le monde de demain, tout simplement. Dans quel monde on veut vivre demain? Parce qu'on sent bien qu'on est aujourd'hui à un moment de bascule avec des grandes entreprises qui demandent à rentrer dans ce nouveau monde des crypto-actifs. Mais encore, ils ne peuvent pas parce que pour différentes raisons, de conformité notamment. Mais voilà, donc le monde est encore est en mouvement et on voit apparaître donc des ETF spot Bitcoin aux États-Unis. Il y a donc des projets qui sont en train de voir le jour et voilà, donc avec de tels nouveaux acteurs, eh bien les grandes banques d'investissement vont prendre des positions massives. Très probablement, c'est ce qu'a indiqué le patron de JP Morgan, qui qualifiait encore il y a quelques années Bitcoin d'escroquerie et qui maintenant fait pression auprès de la Fed pour pouvoir investir. C'est assez piquant. Oui, c'est vrai qu'il y a un grand retournement de situation. C'est vrai que ce qui a notamment fait monter les cours en partie du marché crypto, c'est cette attente des ETF Bitcoin Spot et peut-être même ETF Ethereum Spot qui pourrait changer la donne. Dans l'actualité aussi, Agathe, il y a ces rumeurs d'une potentielle reprise de l'exchange FTX, dont le procès pénal s'est terminé il y a quelques jours. Il y aurait 75 sociétés qui se seraient manifestées pour évaluer la possibilité d'acquérir FTX. 3 d'entre elles auraient été retenues. Il y a même Gary Gensler, le président de la SEC, le gendarme financier américain, qui a dit qu'il ne s'opposait pas forcément à la relance de cette exchange à partir du moment où il retrouvait la confiance des investisseurs et dans les limites de la loi. Il y a le token natif de cette plateforme, le FTT, qui a pris plus de 250% en une semaine. C'est quoi? C'est dû à cette nouvelle-là, j'imagine? Pour moi, oui, clairement. Après, voilà, c'est le marché libre. Moi, je serais pas d'avis qu'il y soit encore lié, parce que s'il faut que ce soit pour que FTX, l'échange renaisse, ce soit légal et bien fait, je n'irai pas reprendre l'ancien jeton. Mais bon, le monde des crypto-monnaies me surprendra toujours. Donc je pense que c'est possible, en tout cas, que l'exchange renaisse. Ça, c'est vraiment une possibilité très forte, surtout s'il y a des personnes candidates.
En revanche, le jeton, je pense que comme beaucoup de jetons, il est sur un marché libre, donc faites attention. Voilà, bon, oui, clairement, il y a de la spéculation, donc prudence surtout sur ce genre d'actifs-là liés à FTX, et tout n'est pas terminé. D'ailleurs, a priori, on pourrait éventuellement avoir un repreneur de FTX dès le mois de décembre, donc affaire à suivre. Cyril, vous, comment vous voyez, justement, on parlait des ETF, comment vous voyez la potentielle arrivée d'ETF, par exemple Bitcoin Spot, on sait que BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 9 000 milliards de dollars sous gestion, qui se positionne pour cet ETF, qui pourrait être accepté, validé dans les semaines qui arrivent. Comment vous voyez ça ? D'une certaine manière, c'est pas ce qu'on appelle un ETF spot, mais enfin, il me semble que PayPal propose déjà d'une certaine façon un clone du Bitcoin. En tout cas aux États-Unis, on peut acheter du Bitcoin, enfin du faux Bitcoin, quoi. Donc on peut investir quand on est un petit investisseur en allant sur PayPal et on investit comme ça sur Bitcoin. Alors il y a déjà des solutions effectivement qui existent, qui ressemblent, mais là ça changerait complètement la donne, le fait qu'il y a un ETF officiellement Bitcoin Spot aux États-Unis, surtout en plus géré par BlackRock. Et on se doute que derrière, si celui de BlackRock est validé, il y en a beaucoup d'autres qui viendraient derrière. C'est quoi ? C'est contraire à l'esprit du Bitcoin et des cryptos de C'est base. sûr que ça pose problème, effectivement. La question, c'est de savoir si est-ce que les nouveaux entrants peuvent tirer profit du marché des crypto-actifs sans que les précédents acteurs n'en pâtissent. C'est ça la question. Comment vont-ils rentrer ? Voilà, donc ça, c'est l'enjeu des nouvelles réglementations qui seront probablement amenées à être durcies, précisément, pour permettre à ces gros acteurs de rentrer dans ce nouveau monde. Et le procès FTX, justement, a remis sur la table le fameux débat de la décentralisation des cryptoactifs. On sait qu'il y a des cryptos qui fonctionnent grâce au stacking, qui seraient, a priori, selon vous, en tout cas selon une tribune que vous avez publiée récemment, qui seraient moins décentralisées que celles qui fonctionnent grâce au mining. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler rapidement la différence entre stacking et mining ? Alors, je me mouille pas autant dans ma tribune, mais effectivement, c'est un débat. Je parlais au conditionnel. Entre spécialistes, effectivement. Oui, donc tout tourne autour des validateurs. Soit on valide des blocs parce que on découvre, on fait tourner des machines et on arrive à produire un calcul compliqué. Donc c'est le minage de crypto-actifs. Ou bien on valide parce que un algorithme de consensus nous a désigné comme étant le validateur. Parce qu'on prête ces cryptos à la blockchain pour la sécuriser, c'est ça le stacking ? Voilà, alors il y a plusieurs façons de procéder au staking. La façon adoptée par Ethereum notamment n'est pas la même que celle de Tezos ou d'autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, effectivement, Bitcoin devient une singularité en réalité. Au départ, Bitcoin était le modèle, tout le monde cherchait à copier Bitcoin. Il avait un modèle, avec du minage de crypto-monnaies. Et voilà, donc c'était une façon de faire. Litecoin, notamment, s'est engouffré dans cette voie. Mais maintenant, en fait, on se rend compte que Bitcoin est un petit peu à l'écart finalement, et la plupart des autres cryptos ont adopté un autre modèle, beaucoup plus simple finalement à faire fonctionner. Mais la question, c'est de savoir si est-ce que c'est pas au détriment de la décentralisation. Voilà. Agathe, vous avez quelque chose à dire là-dessus, sur ce match de la décentralisation ? Oui, je dirais que sur Bitcoin, maintenant qu'on peut faire plein de choses avec Bitcoin, on peut tout à fait tomber sur des solutions qui sont centralisées et qui utilisent Bitcoin. Notamment, on parlait de PayPal, du paper Bitcoin en quelque sorte. C'est une position... moi, personnellement, je suis pour plus de décentralisation. J'ai tendance à préférer le consensus de Bitcoin. J'ai étudié celui d'Ethereum qui me convient aussi, même s'il est différent.
Dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire que lorsqu'on a des ETF ou ce genre de solutions qui arrivent financières pour attirer les gros, on est en quelque sorte, moi ce que j'appelle un solar punk. On veut de l'adoption, on veut des nouvelles personnes entrantes. On ne peut pas tout avoir en même temps. Voilà, exactement. Ce qu'il faut, à mon avis, qu'on préserve, c'est l'alternative du respect de la vie privée et de la décentralisation. Et elle, pour moi, elle est incarnée par Bitcoin et d'une certaine façon aussi par Ethereum. Donc, je défendrai toujours ces deux-là en premier, mais je suis ravie que les crypto-monnaies intéressent tout le monde. Voilà, c'est ça en fait. Si on peut résumer, ces ETF qui devraient arriver dans les semaines qui viennent s'éloignent un peu de la décentralisation, mais font permettre de connaître Bitcoin qui, lui, est décentralisé. Il nous reste quelques secondes juste pour finir. Si on veut aller à l'Institut des cryptoactifs, si on veut candidater, comment ça se passe? À qui il faut s'adresser? Alors, si on est étudiant, le mieux, c'est d'essayer de rentrer à l'école d'ingénieurs, les Sylves, et finalement, l'Institut des cryptoactifs s'appuie sur l'expérience acquise par les Sylves. Notamment, on a été la première école d'ingénieurs à développer des cours sur le Bitcoin, maintenant à développer une majeure sur 2 ans, qui fait la part belle, effectivement, aux crypto-monnaies et à la cryptographie également. Donc, si on est étudiant, le mieux, c'est de chercher à s'inscrire à les Sylves. Si on est professionnel, eh bien, on nous contacte directement pour oui, je dirais le pôle. Allez sur le site. Allez sur le site. Exactement. Allez sur le site du pôle Léonard de Vinci et de Les Sylves pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Agathe Laurent-Richard, consultante marketing et management pour les entreprises Web3, et Cyril Grunspan, donc directeur de cet institut des cryptoactifs au pôle Léonard de Vinci. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.